Je m'appelle Chelsea Bradford. J'ai 33 ans. Et la première fois que j'ai réalisé que ma famille pouvait me regarder en face et choisir de me détruire, j'étais assise dans mon appartement à Greenville, en Caroline du Sud, avec un coussin chauffant sur le bas du dos et un devis d'hôpital ouvert sur mon ordinateur portable. J'avais passé 3 ans à économiser pour une opération de la colonne vertébrale. Pas des vacances, pas une nouvelle voiture, pas un fonds pour la maison de mes rêves. Une opération chirurgicale, le genre dont mon docteur disait que j'avais besoin avant que les dommages nerveux dans ma jambe ne deviennent permanents. Puis mon application bancaire a vibré. 2 retraits. 43 000 $ disparus. J'ai fixé l'écran si longtemps que ma vision s'est brouillée, car pendant une stupide seconde, j'ai pensé que la banque avait peut-être fait une erreur. Mais l'erreur portait les noms de mes parents partout. Ils avaient vidé le compte pour payer la caution de mon jeune frère, emmené après avoir été enfermé lors d'un événement de mariage lié à l'entreprise familiale. Au moment où je suis arrivé chez eux, la lumière du porche était allumée. La porte d'entrée était entr'ouverte et personne ne semblait surpris de me voir. Ils parlaient déjà d'avocats, d'argent de caution, de réputation et de la façon dont cela pourrait ruiner son avenir. J'ai demandé ce qu'ils pensaient que la perte de l'argent de mon opération ferait au mien. Mon père n'a pas élevé la voix. Cela a presque rendu les choses pires. Il m'a juste regardé et a dit, si nous devons choisir, nous le choisissons lui. Ma mère a hoché la tête comme s'il avait dit quelque chose de raisonnable. Il est notre priorité, m'a-t-elle dit. Débrouille-toi toute seule. J'ai arrêté de supplier ce jour-là, et 4 mois plus tard, quand leurs appels ne s'arrêtaient plus, j'ai enfin compris exactement pourquoi ils avaient besoin de mon retour. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir jusqu'où voyage cette histoire. Pour comprendre pourquoi cette seule phrase a brisé quelque chose en moi, vous devez comprendre qu'Austin Bradford avait été protégé bien avant de porter des menottes. Il était le genre de personne que les étrangers décrivaient comme charmante après l'avoir connue pendant 5 minutes, et le genre de personne que les membres de la famille avaient appris à nettoyer derrière lui pendant des années. Il avait 30 ans, était beau sans effort, bruyant lors des fêtes, prompt à faire des blagues et allergique aux responsabilités. Mes parents l'appelaient ambitieux. Je l'appelais coûteux, bien que jamais en face d'eux, car dans ma famille, dire la vérité était considéré comme plus irrespectueux que de créer le désordre en premier lieu. Mon père, Victor Bradford, et ma mère, Diane Bradford, possédaient une petite entreprise événementielle appelée Legacy Event Service à Greenville, en Caroline du Sud. Elle a commencé comme un service d'organisation de mariage dans des jardins et a lentement grandi pour inclure des locations, une coordination florale, des réceptions en plein air et des célébrations d'entreprise. De l'extérieur, cela ressemblait à une douce entreprise familiale avec des guirlandes lumineuses, des bocaux en verre, des tentes blanches et des couples souriants sur le site internet. De l'intérieur, elles tenaient ensemble grâce à des factures en retard, des faveurs empruntées et ma cote de crédit. Austin était répertorié comme gestionnaire d'événements, ce qui semblait professionnel jusqu'à ce que vous le regardiez travailler. Il savait comment charmer une mariée lors d'une consultation. Il savait comment faire rire un marié. Il savait comment entrer dans une salle vêtue d'un blazer et prétendre que la confiance était la même chose que la compétence. Mais il oubliait les acomptes. Il réservait le matériel en double. Il promettait des services haut de gamme sans vérifier les coûts des fournisseurs. Il traitait les paiements des clients comme de l'argent qui était simplement passé assez près de lui pour devenir le sien. Chaque fois qu'un fournisseur menaçait d'arrêter de travailler avec mes parents, c'était moi qui recevais l'appel téléphonique. Chelsea, peux-tu juste leur parler? Chelsea, peux-tu expliquer? Chelsea, peux-tu couvrir ses frais jusqu'à vendredi prochain? Chelsea, tu sais comment est ton frère? Cette dernière phrase est devenue la prière familiale. Tu sais comment est ton frère? Comme si le fait de savoir que quelqu'un est imprudent signifiait que vous étiez obligé d'être blessé par lui. Je travaillais comme analyste de conformité dans un bureau médical régional à Greenville, ce qui signifiait que toute ma vie professionnelle était construite autour des règles, des dossiers, de l'exactitude de la facturation, de la documentation et de la responsabilité. Ma famille aimait ces compétences lorsqu'ils en bénéficiaient et les détestait lorsque je les utilisais pour poser des questions. Leur location de camionnette portait mon nom en tant que garant car le crédit de mes parents avait déjà été abîmé par des années de retard de paiement. Leur unité de stockage, près d'un lotissement contrôlé par une association de propriétaires où ils gardaient des chaises pliantes, du linge de maison, des arches, des chauffages et des décorations d'extérieur,
a été approuvé car j'ai accepté de garantir le bail. Leur abonnement au logiciel de réservation a été configuré par moi. Leur site internet a été construit par moi. Leur tableau de suivi des paiements des fournisseurs était ma feuille de calcul. Leur ligne de crédit commercial d'urgence existait car j'avais le dossier financier le plus propre de la famille. Je continuais à me dire que j'aidais temporairement. Juste jusqu'à la prochaine saison chargée, juste jusqu'à ce qu'Austin mûrisse, juste jusqu'à ce que mes parents stabilisent les comptes. Mais le temporaire a le don de devenir permanent lorsque tout le monde profite de votre silence. Pendant ce temps, j'économisais pour mon opération. Pas une chirurgie esthétique, pas quelque chose de facultatif, une procédure de la colonne vertébrale que mon docteur recommandait car la hernie discale dans le bas de mon dos appuyait sur des nerfs et transformait les jours normaux en tests d'endurance. Je me réveillais raide. Je conduisais avec un coussin derrière le dos. Je restais debout pendant les réunions car rester assise trop longtemps faisait picoter ma jambe gauche. J'ai appris à sourire malgré la douleur car les filles fiables sont entraînées à être arrangeantes même lorsque leur corps les supplie d'arrêter. Pendant 3 ans, j'ai économisé tout ce que j'ai pu. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai pris des petits boulots sur Upwork pour revoir des modèles de facturation médicale et concevoir des présentations de conformité pour de petites cliniques. J'ai vendu des modèles numériques en ligne. J'ai annulé des abonnements. J'ai emporté mon déjeuner. J'ai sauté des voyages. J'ai regardé des amis acheter des meubles, prendre des vacances, se fiancer et améliorer leur vie pendant que je construisais silencieusement un fonds chirurgical, dollar par dollar. Ma mère connaissait l'existence du compte car après une frayeur de vol d'identité des années plus tôt, elle a insisté pour que je l'ajoute comme co-titulaire par sécurité. Elle a dit, et si quelque chose arrivait et que quelqu'un avait besoin d'y accéder? Je l'ai cru car croire sa mère ne devrait pas sembler dangereux. Plus tard, je comprendrai que l'accès n'est pas la même chose que la confiance. Au moment où Austin a eu des ennuis, Legacy Event Service était déjà fragile. Quelques mauvaises critiques étaient apparues. Une mariée s'est plainte de centre de table manquant. Un fournisseur a affirmé que le paiement était en retard. Un marié a publié qu'Austin avait promis un forfait de tente de luxe qui n'a jamais été disponible. J'ai averti mes parents que l'entreprise ne pourrait pas survivre si Austin continuait à traiter les acomptes comme une marge de manœuvre personnelle. Victor m'a dit que j'étais trop sévère. Diane a dit qu'il était sous pression. Austin a dit que j'avais l'air amer parce que j'avais un travail ennuyeux dans un bureau médical et qu'il travaillait avec des gens qu'il aimait vraiment. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais j'étais encore piégé dans ce vieil espoir que si j'aidais assez, si je faisais mes preuves assez, si je continuais à être assez bonne, peut-être qu'un jour il me verrait, moi aussi. Puis le mariage à l'extérieur de Greenville a eu lieu et chaque mensonge qu'ils avaient construit autour de lui s'est finalement brisé. Le mariage était censé être l'un des plus grands travaux de l'année pour Legacy Event Service. Une réception complète en plein air dans un domaine privé à l'extérieur de Greenville. Des tentes blanches, de la musique en direct, des arches florales personnalisées, des tables de cocktails, la coordination du traiteur, les horaires de transport et le nettoyage de fin de soirée. C'était exactement le genre d'événement que mes parents aimaient annoncer car cela faisait paraître leur petite entreprise plus grande qu'elle ne l'était. Austin avait géré la plupart de la communication avec les clients, ce qui aurait dû inquiéter tout le monde dès le début, mais mes parents n'arrêtaient pas de dire que c'était sa chance de faire ses preuves. Le samedi soir, il a prouvé exactement qui il était. La première version que j'ai entendue de ma mère était qu'il y avait eu un malentendu avec les paiements et qu'Austin avait été injustement ciblé par une coordinatrice de salle en colère. La deuxième version de mon père était que les clients réagissaient de manière excessive car les mariages rendent les gens émotifs. La troisième version, d'un cousin qui connaissait quelqu'un dans l'équipe de restauration, était beaucoup plus proche de la vérité. Austin avait redirigé plusieurs acomptes de clients vers un compte de paiement qu'il contrôlait. Il avait utilisé l'argent d'un couple pour couvrir une ancienne facture de fournisseur en retard, puis avait menti à ce sujet jusqu'à ce que la coordinatrice de la salle vérifie les dossiers et le confronte. Quand elle l'a fait, il a haussé le ton. Puis il est devenu physique. Pas une bagarre de film dramatique, mais suffisamment de bousculades, d'empoignades et de comportements menaçants pour que la sécurité intervienne et que la police soit appelée. Il y avait des images de caméra. Il y avait des témoins. Il y avait des dossiers numériques. Il y avait des mariés, des fournisseurs et des membres du personnel qui, soudainement, comparaient leurs notes et réalisaient qu'Austin déplaçait de l'argent depuis des mois.
Il était dans les ennuis pour des accusations liées à une fraude à la carte de crédit, des acomptes détournés et une conduite désordonnée qui sont devenus plus graves plus tard une fois les déclarations recueillies. Je n'ai pas appris tout cela d'un coup. Je l'ai appris par morceaux pendant que mon propre compte bancaire était vidé. Diane a utilisé son accès conjoint pour effectuer 2 transferts depuis mon fonds chirurgical avant même que je sache qu'Austin avait été arrêté. Une partie est allée à un garant de caution. Une partie est allée à la provision d'un avocat de la défense pénale. Une partie est allée vers ce que mes parents appelaient le contrôle des dommages d'urgence, ce qui signifiait payer juste assez pour empêcher un client furieux de tout publier en ligne ce soir-là. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas envoyé de message. Ils n'ont même pas envoyé d'avertissement que mon avenir était converti en plan d'évasion d'Austin. Quand je suis arrivé chez eux, ma mère avait des papiers étalés sur l'îlot de la cuisine, et mon père faisait les 100 pas avec son téléphone pressé contre son oreille. Toute la maison sentait le café et la panique. J'ai posé une question. Avez-vous pris l'argent de mon opération? Diane m'a corrigé avant de répondre. Elle a dit, c'était un compte d'urgence familiale. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait déjà répété la formulation. Victor a dit que l'argent devait être utilisé rapidement car Austin ne pouvait pas rester en prison et voir toute sa vie détruite. J'ai demandé ce qu'il pensait qu'il arriverait à ma vie lorsque je ne pourrais pas payer pour l'opération. Il a eu l'air agacé comme si ma douleur avait interrompu une crise plus importante. Diane a dit que les hôpitaux ont des plans de paiement. Victor a dit que j'avais un emploi stable et un bon crédit, donc je pouvais me redresser financièrement plus vite qu'Austin ne pourrait se remettre d'un casier judiciaire. Cette phrase m'a tout dit. Ma stabilité, la chose que j'avais construite par la discipline et le sacrifice, était devenue leur excuse pour me prendre encore plus. Austin est rentré à la maison le lendemain en portant les vêtements de la veille et une expression qui réussissait d'une certaine manière à être à la fois fatiguée et arrogante. J'étais assise dans le salon quand il est entré. Mes parents se sont précipités vers lui comme s'il avait survécu à un enlèvement. Diane l'a serré dans ses bras. Victor lui a dit qu'ils allaient arranger ça. Austin m'a regardé, a vu mon visage et a dit, « S'il te plaît, ne commence pas. » J'ai demandé s'il savait d'où venait l'argent de la caution. Il a haussé les épaules et a dit, « Maman a dit que c'était réglé. » Réglé? Comme si mes économies étaient un outil ménager. Comme si mon opération était un inconvénient qui pouvait être reprogrammé. J'ai demandé s'il prévoyait de me rembourser. Il a levé les yeux au ciel et a dit qu'il avait de plus gros problèmes en ce moment. Diane m'a dit de baisser la voix. Victor a dit que ce n'était pas le moment. Il n'y avait jamais de moment pour moi. C'était l'une des premières vérités que j'ai enfin comprises. Au cours des 3 mois suivants, l'affaire a pris de l'ampleur. D'autres clients se sont manifestés. Un couple a affirmé que son acompte avait disparu. Un fleuriste a dit qu'Austin avait produit de faux courriels de confirmation. Une société de location a dit que les informations de paiement avaient été modifiées. Les plaintes civiles ont commencé à se former avant même que l'affaire pénale n'atteigne sa première audience sérieuse. Mes parents ont embauché un avocat cher car ils ont dit qu'un défenseur public ruinerait les chances d'Austin d'avoir un avenir propre. J'ai demandé pourquoi son avenir comptait plus que celui que mon corps perdait semaine après semaine. Personne n'a répondu. Au travail, j'ai commencé à rester debout au fond des salles de conférence. Certains matins, ma jambe s'engourdissait avant le déjeuner. J'ai payé une autre imagerie par résonance magnétique avec une carte de crédit et j'ai pleuré dans ma voiture après, non pas à cause de la douleur, mais parce que je savais que l'argent que j'avais économisé pour ce moment précis reposait sur le compte de provision juridique de quelqu'un d'autre. Pourtant, une partie insensée de moi croyait que mes parents finiraient par réaliser ce qu'ils avaient fait. Je pensais que peut-être, lorsque la première panique s'estomperait, la culpabilité arriverait. Au lieu de cela, ils ont agi comme si mon silence était un pardon et ma douleur un mauvais moment. Ce dimanche-là, j'ai finalement demandé de l'aide. J'ai apporté un dossier car c'est ce que font les personnes fiables lorsqu'on leur a appris que leur souffrance a besoin de documentation. À l'intérieur se trouvait le devis chirurgical, les notes d'assurance, les options de paiement, le calendrier de récupération prévu et une liste manuscrite de ce dont j'avais besoin immédiatement pour garantir la date. Je n'ai pas demandé la totalité des 43 000 $. Je n'ai pas demandé de punition. Je n'ai même pas demandé d'excuses en premier, bien que j'en méritais une avant toute autre chose. J'ai demandé assez d'argent pour empêcher mon opération de m'échapper davantage.
mes parents étaient à la table de la salle à manger, la même table où j'avais rempli les formulaires de fournisseurs pour eux, équilibré les factures de l'entreprise, conçu des modèles de plans de table. Et où j'étais resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour corriger une erreur de réservation causée par Austin. Diane avait ses lunettes de lecture. Victor avait les bras croisés avant même que j'aie fini de parler. C'était toujours son signal que le verdict avait été rendu avant que les preuves n'entrent dans la pièce. J'ai expliqué ce que le docteur avait dit. J'ai expliqué les symptômes nerveux. J'ai expliqué que l'attente pouvait rendre la récupération plus difficile. Diane a survolé la première page et a demandé si j'avais vérifié toutes les options de financement. J'ai dit oui. Victor a demandé si mon travail offrait une aide médicale. J'ai dit pas assez. Je leur ai rappelé que l'argent avait été là jusqu'à ce qu'ils le prennent. Diane a tressailli au mot prendre, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était exact. Elle a dit qu'ils avaient utilisé l'argent pour protéger la famille. J'ai dit que j'étais la famille. Victor s'est frotté le front comme si je l'épuisais. Puis j'ai dit quelque chose que j'avais eu peur de dire pendant des années. Si Austin avait besoin d'une opération, vous vendriez la maison avant de le laisser souffrir comme ça. Aucun d'eux ne l'a nié. Ce silence était sa propre réponse. Puis Victor m'a regardé avec le calme d'un homme qui avait confondu la cruauté avec le leadership et a dit, si nous devons choisir, nous le choisissons lui. Diane a hoché la tête presque immédiatement. Il est notre priorité, a-t-elle dit. Débrouille-toi toute seule. Je m'attendais à ressentir de la rage. Au lieu de cela, je me suis senti immobile. C'était comme si tout le bruit dans ma tête disparaissait. Chaque anniversaire où Austin était secouru, chaque facture que j'avais couverte, chaque excuse qu'ils avaient trouvée, chaque fois que ma douleur avait été traitée comme un conflit d'emploi du temps, tout cela s'alignait derrière cette phrase. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une urgence temporaire. C'était le système familial prononcé à voix haute. J'ai replié mes papiers dans le dossier. Victor a marmonné que je faisais des drames avant même que j'aie réagi. Diane a dit, ne fais rien que tu regretteras. J'ai failli rire. Ils avaient volé mon fonds d'opération et m'avaient averti de ne pas réagir de manière excessive. Je me suis levé et j'ai dit, merci d'avoir enfin dit la vérité. Puis je suis parti. Je suis resté assise dans ma voiture devant leur maison pendant plusieurs minutes, les mains tremblantes sur le volant. Non pas parce que je voulais y retourner, mais parce que je savais que si je m'éloignais, quelque chose de permanent venait avec moi. Cette nuit-là, j'ai appelé l'hôpital et j'ai garanti l'opération de toute façon. J'ai accepté un prêt médical avec un taux d'intérêt qui m'a tordu le ventre. J'ai retiré une petite partie de mon plan d'épargne retraite et j'ai détesté chaque seconde de cela. J'ai pris d'autres contrats sur Upwork même si rester assise à mon bureau me brûlait le dos. J'ai vendu quelque chose auquel je tenais et plusieurs choses dont je n'avais plus l'énergie de me soucier. J'ai dit la vérité à ma supérieure dans les termes les plus simples que j'ai pu trouver. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes. Elle a simplement préparé les papiers de mon congé, m'a mise en contact avec les ressources humaines, et plus tard m'a ramené à la maison après l'intervention quand ma famille ne s'est jamais présentée. L'opération n'a pas été magique. La récupération a été douloureuse, lente et humiliante. J'ai appris quels amis étaient de vrais amis. J'ai appris que de la soupe laissée devant votre porte peut ressembler davantage à de l'amour que toute une vie de dîner en famille. J'ai appris que le silence n'est pas toujours la solitude. Parfois, le silence est le son de la paix quand personne n'exige que vous saigniez pour eux. Pendant la récupération, alors que je marchais encore prudemment dans mon appartement, j'ai commencé à examiner chaque lien financier entre moi et Legacy Event Service. J'avais du temps. J'avais des dossiers. J'avais des mots de passe. J'avais des contrats. Surtout, j'avais de la clarté. Ma vengeance n'allait pas être de hurler des menaces ou l'humiliation publique. Elle allait être la conformité, la documentation, les limites. Les mêmes compétences qu'ils avaient exploitées pendant des années étaient sur le point de devenir les outils qui me libéreraient. Tout d'abord, j'ai retiré chaque carte personnelle des comptes de l'entreprise où je n'étais pas légalement tenu de rester. Ensuite, j'ai contacté la société de location de la camionnette et j'ai demandé la procédure pour mettre fin à ma garantie à la date la plus rapprochée possible. J'ai notifié le centre de stockage que je ne renouvellerai aucun soutien personnel lié à leur unité. J'ai envoyé des courriels aux fournisseurs de manière claire et professionnelle, expliquant que je n'étais plus autorisé à garantir les achats,
à approuver les factures ou à servir de contact de secours pour Legacy Event Service. J'ai transféré l'administration du site internet à l'adresse électronique de l'entreprise de mes parents et j'ai retiré mon accès de récupération personnelle. J'ai exporté les dossiers de réservation, leur ai envoyé tout ce dont ils avaient besoin, et je me suis retiré. Je n'ai saboté aucun fichier. Je n'ai caché aucune information. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai simplement arrêté d'être la structure invisible sous leurs mauvaises décisions. Ils avaient choisi Austin, alors je leur ai donné exactement ce qu'ils avaient choisi. Le premier signe d'effondrement est venu d'un fournisseur de location qui avait fourni des tables, des chaises, du linge de maison et des chauffages d'extérieur pour Legacy Event Service pendant des années. Ils m'ont envoyé un courriel par habitude, me demandant si je pouvais confirmer le paiement d'une facture en retard. Pour la première fois, j'ai répondu avec une seule phrase claire. Je ne suis plus affilié financièrement ou administrativement à Legacy Event Service. Veuillez adresser toute communication future au propriétaire de l'entreprise. J'ai fixé ce courriel pendant près de 5 minutes avant de l'envoyer. Il semblait petit. Il n'était pas petit. En une semaine, le fournisseur a gelé les livraisons jusqu'à la réception du paiement. En 2 semaines, la location de la camionnette est devenue une crise car mes parents ne pouvaient pas se qualifier sans un garant plus solide. L'unité de stockage près du lotissement de l'association de propriétaires a envoyé un avertissement concernant des frais de retard et des documents d'assurance. Leur plateforme de réservation a commencé à signaler des paiements échoués car la carte de secours avait été retirée. Un renouvellement de logiciel a échoué. Puis un autre. Puis la synchronisation du calendrier s'est cassée. Diane m'a laissé un message vocal disant que le système agissait bizarrement et me demandant si je pouvais juste y jeter un coup d'œil pendant 10 minutes. Juste 10 minutes. C'était ainsi qu'ils avaient toujours mesuré ma vie. 10 minutes par-ci, une petite faveur par-là, un paiement d'urgence, un appel téléphonique difficile, un sauvetage à la fois jusqu'à ce que les années disparaissent. Je n'ai pas répondu. Victor a appelé plus tard et a laissé un message avec cette voix contrôlée qu'il utilisait quand il voulait que la colère ressemble à de l'autorité. Il a dit, « Chelsea, ce n'est pas comme ça que la famille se comporte. » J'ai sauvegardé ce message vocal, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il y avait quelque chose de presque éducatif à entendre un homme qui avait volé la sécurité médicale de sa fille expliquer les valeurs familiales. Les problèmes de l'entreprise se sont multipliés. Une mariée dont la réception était prévue pour le printemps a découvert que plusieurs locations n'avaient jamais été garanties. Un client professionnel a demandé un remboursement après avoir appris que l'entreprise faisait l'objet d'un examen juridique. Un fleuriste a refusé de livrer jusqu'à ce que les anciens soldes soient réglés. La coordinatrice de restauration sur laquelle ma mère comptait s'est discrètement retirée de 2 événements à venir car elle ne voulait plus que son nom soit associé à Legacy Event Service. Austin, au lieu de dire la vérité, continuait de promettre aux clients que tout allait bien. Cela a empiré les choses. Un couple a déposé une plainte civile après avoir appris que son acompte avait été utilisé pour couvrir des dépenses non liées. Un autre fournisseur a menacé d'intenter une action en justice concernant des confirmations de paiement modifiées. Des critiques ont commencé à apparaître en ligne. Pas des critiques dramatiques, des critiques spécifiques, des dates, des montants, des promesses non tenues, du matériel manquant, aucun appel retourné. Les critiques spécifiques sont plus dangereuses que les critiques de colère car elles ressemblent à des preuves. Finalement, mes parents ont réalisé que leur réputation était irréparable. Alors, ils ont fait ce que font les gens comme eux lorsque les conséquences deviennent visibles. Ils ont réécrit l'histoire. Selon Diane, j'étais devenue froide après l'opération et j'avais abandonné la famille pendant une crise. Selon Victor, je punissais tout le monde car j'étais jalouse de l'attention qu'Austin recevait. Selon Austin, j'avais toujours voulu que l'entreprise échoue car je pensais que j'étais meilleur qu'eux. Le groupe de discussion de la famille est devenu une salle d'audience où je n'avais pas été invité mais où j'étais définitivement en procès. Des tantes ont envoyé des messages prudents demandant si tout allait bien. Des cousins ont envoyé des captures d'écran. Un oncle a écrit que le pardon compte. J'ai répondu avec 3 pièces jointes, les relevés de transfert bancaire, le devis médical daté d'avant les retraits, et un message de Diane appelant le compte un fonds d'urgence familial après que l'argent ait déjà disparu. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis il a écrit, je n'en avais aucune idée. C'est devenu le modèle. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas hurlé sur Internet.
Je n'ai pas fait de vidéo de vengeance publique ni étiqueté des clients ni ruiné qui que ce soit exprès. Quand les gens demandaient, je disais la vérité avec des reçus. La vérité a fait plus de dégâts que la colère n'aurait jamais pu en faire. Ma cousine Rebecca est passée un soir avec des plats à emporter et s'est assise sur mon canapé pendant que je me déplaçais encore prudemment en raison de ma convalescence. Elle avait toujours été polie à propos de la dynamique de notre famille. La façon dont les gens sont lorsque nommer le problème gâcherait trop de fête. Mais après avoir vu les documents, elle a dit quelque chose dont je me souviens encore. Il ne pensait pas que tu étais une personne avec des limites. Il pensait que tu étais une ressource avec des sentiments qu'il pouvait gérer. Cette phrase est restée avec moi car elle expliquait tout. Mon utilité manquait à mes parents, pas ma présence. La cote de crédit leur manquait, pas la fille. Le travail gratuit leur manquait, pas la relation. À la fin du 3e mois, Legacy Event Service était fonctionnellement morte. La camionnette n'était plus là. 2 grands fournisseurs avaient coupé les ponts. Leur calendrier de réservation était un désastre. Les demandes de remboursement dépassaient les liquidités disponibles. La pression judiciaire autour d'Austin était devenue plus forte car ces mensonges avaient créé plus de traces écrites. Mes parents ont envisagé de contracter un autre prêt, mais leur crédit ne pouvait pas le supporter. Ils ont essayé de trouver un autre garant, mais les proches en avaient assez entendu à ce moment-là pour éviter de signer quoi que ce soit. L'entreprise qui était censée justifier le sacrifice de l'argent de mon opération s'est effondrée sans mon soutien invisible. J'aurais dû me sentir victorieuse. Parfois je le ressentais, mais je ressentais surtout une sorte de chagrin difficile à expliquer. Cela fait mal de découvrir que votre absence est plus puissante que votre présence ne l'a jamais été. Cela fait mal de réaliser que les gens ne comprennent ce que vous avez apporté que lorsque vous arrêtez enfin de l'apporter. Puis Diane s'est présentée à mon appartement avec un récipient de pain aux bananes fait maison, les yeux rouges et la même voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que la culpabilité ressemble à de l'amour. Je l'ai vue à travers le Judas et j'ai failli ne pas ouvrir la porte. Diane se tenait dans le couloir tenant ce récipient comme une offrande, portant l'expression fatiguée d'une femme qui avait pratiqué la tristesse dans la voiture. J'ai ouvert la porte seulement à moitié. Elle m'a regardé de haut en bas, s'attendant probablement à me voir faible, brisée, peut-être plus facile à atteindre à cause de la convalescence. Au lieu de cela, je me tenais plus droite que je ne l'avais fait depuis des mois. L'opération n'avait pas tout réglé, mais elle m'avait rendu suffisamment de mon corps pour me rappeler que je mérite de vivre à l'intérieur sans mendier. Diane a dit, je t'ai apporté quelque chose. J'ai dit, je n'ai rien demandé. Sa bouche s'est pincée. C'était la première faille dans la performance. Elle a dit qu'elle voulait parler de mère à fille. Je lui ai dit qu'elle avait eu cette chance quand je lui avais apporté mon devis chirurgical. Elle a commencé à pleurer immédiatement. Mais j'avais regardé ma mère pleurer trop de fois pour confondre les larmes avec la responsabilité. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais élevé pour être aussi dure. J'ai dit, non, tu m'as élevé pour être utile. Cela l'a arrêté. Pendant une seconde, il n'y a plus eu de performance, juste de la reconnaissance. Puis elle s'est reprise et a dit, cela faisait du mal à toute la famille. J'ai demandé si toute la famille m'incluait lorsqu'ils ont vidé mon compte. Elle a baissé les yeux vers le pain aux bananes. Elle a dit qu'ils étaient désespérés. J'ai dit, les personnes désespérées demandent. Les voleurs accèdent à des comptes conjoints à minuit et appellent cela une urgence après coup. Son visage est devenu pâle, mais elle ne s'est toujours pas excusée. Pas vraiment, a-t-elle dit. Nous avons fait ce que nous pensions devoir faire, ai-je dit. Et maintenant je fais de même. J'ai fermé la porte pendant qu'elle disait encore mon nom. 2 jours plus tard, Victor est venu. Pas de pain aux bananes, pas de larmes, juste de la colère déguisée en déception. Il a frappé assez fort pour que ma voisine ouvre sa porte afin de vérifier le couloir. Je suis sorti car je ne le voulais pas dans mon appartement. Victor a dit que j'embarrassais la famille en étalant les affaires privées. Je lui ai dit que je n'avais répondu aux questions qu'avec des documents. Il a dit, les documents ne racontent pas toute l'histoire. J'ai dit, les parents qui volent un enfant pour en sauver un autre ne la racontent pas non plus. Sa mâchoire s'est contractée. Puis sont venus les plus grands succès. J'étais ingrate. J'étais dramatique. J'étais cruel. Je n'avais aucune idée de la difficulté d'être parent. Je lui ai rappelé que je savais exactement à quel point c'était difficile d'être sa fille.
Il a dit qu'il n'avait jamais voulu dire cette phrase de la façon dont je l'avais prise. J'ai demandé quelle partie j'avais mal comprise. Si nous devons choisir, nous le choisissons lui. Il a détourné le regard. C'est ce qu'il s'est approché le plus de la honte. Puis il a dit, les gens disent des choses sous l'effet du stress. J'ai dit, les gens révèlent aussi des choses sous l'effet du stress. Il est parti en colère parce que je ne voulais pas lui accorder le soulagement de prétendre que les mots disparaissent lorsqu'ils deviennent gênants. Austin m'a confronté la semaine suivante dans le parking près de mon bureau. J'étais resté tard pour terminer des rapports de conformité et je marchais prudemment vers ma voiture lorsqu'il est sorti de derrière un pilier en béton. Pendant une seconde, mon corps a réagi avant mon esprit. Mon dos s'est contracté. Ma main est allée vers mon téléphone. Il avait l'air plus mince qu'avant, moins soigné, plus irrité que désolé. Il a dit, « Es-tu fier de toi ?» J'ai continué à marcher. Il m'a suivi. Il a dit que l'entreprise avait disparu. Maman pleurait tous les jours. Papa paraissait 10 ans plus vieux. Et tout cela parce que je ne pouvais pas laisser passer les choses. Je me suis arrêté à côté de ma voiture et je me suis retourné. J'ai demandé, « Leur as-tu jamais dit de ne pas prendre mon argent ?» Il n'a rien dit. J'ai demandé, « As-tu jamais proposé de rembourser ne serait-ce que $1 ?» Ses yeux ont fui. J'ai demandé, « As-tu jamais demandé si j'avais survécu à l'opération ?» Celle-là a fait mouche. Non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il avait oublié qu'il était censé faire semblant. Il a dit, « Tu ne comprends pas ce que je traversais. » J'ai presque ri. Dans ma famille, la douleur d'Austin était toujours une explication complète, et la mienne était toujours un inconvénient nécessitant un plan. Il a dit que j'avais détruit nos parents. J'ai dit, « Non, Austin, tu as créé le feu. Ils m'ont utilisé comme de l'eau. J'ai juste arrêté de laisser tout le monde me vider. » Il a tressailli quand j'ai utilisé cette logique car les gens comme Austin détestent les métaphores qui les rendent visibles. Puis il a dit quelque chose de plus calme. « Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. » J'ai dit, « Non, j'ai juste enfin réalisé que j'avais le droit d'être séparé de toi. » Il n'a eu aucune réponse à cela. Avant de partir, il a dit qu'un jour j'aurais besoin de ma famille. Je lui ai dit que la famille aurait dû y penser avant de traiter ma colonne vertébrale comme un dommage collatéral. Après cela, j'ai bloqué tous les numéros que je pouvais. Mes parents ont utilisé des proches. J'ai bloqué les proches qui venaient avec de la culpabilité au lieu de l'inquiétude. J'ai changé les mots de passe, mis à jour les contacts d'urgence et retiré Diane de tout ce qui était lié à mes soins médicaux. Cette partie a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que retirer sa propre mère de ses informations d'urgence donne l'impression de signer un certificat de décès émotionnel. Pourtant, la paix a commencé à entrer dans ma vie par petites touches. Mon appartement est resté calme. Mon téléphone a moins vibré. Mon corps a guéri. Le travail m'a semblé de nouveau gérable. Des amis sont venus sans me demander de résoudre quoi que ce soit. J'ai commencé à reconstruire lentement mes économies. Puis, exactement 4 mois après le jour où j'étais sorti de la salle à manger de mes parents, les appels ont recommencé. D'abord de Diane, puis de Victor, puis de numéros inconnus, puis un message de ma tante disant qu'ils étaient désespérés de me parler. Je les ai ignorés pendant 3 jours. Le 4e jour, Diane a laissé un message vocal différent des autres. Pas de performance, pas de colère, juste une voix fatiguée demandant une seule conversation en public. J'étais assez lucide pour ne pas attendre de miracle, mais je savais aussi que j'étais assez forte pour entendre la vérité sans la laisser me posséder. Alors, j'ai choisi un café dans le centre-ville de Greenville, assez fréquenté pour avoir des témoins, assez calme pour des adieux, et j'ai accepté de les rencontrer le samedi matin. Ils étaient déjà assis à une petite table près de la fenêtre à mon arrivée. Pendant un instant, je les ai à peine reconnus, non pas parce qu'ils semblaient physiquement transformés, mais parce que l'assurance avait disparu. Victor avait l'air plus petit, sans une entreprise pour jouer l'autorité à l'intérieur. Diane n'arrêtait pas de tordre une serviette entre ses doigts. Il n'y avait pas de café devant eux, seulement de l'eau, ce qui m'a indiqué que l'argent était devenu quelque chose qu'ils remarquaient maintenant avant de dépenser. J'ai commandé ma propre boisson et je l'ai payée moi-même. Cela semblait important d'une manière que je n'ai pas expliquée. Quand je me suis assise, personne n'a parlé pendant quelques secondes. J'ai laissé le silence s'installer.
Pendant des années, j'avais comblé le silence pour mettre tout le monde à l'aise. Plus maintenant. Victor s'est finalement raclé la gorge et a dit « Nous devons aller de l'avant ». C'était son ouverture. Pas « Nous sommes désolés ». Pas « Nous avions tort ». Pas « Nous t'avons pris ». Nous devons aller de l'avant. J'ai regardé ma mère. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Victor a expliqué que Legacy Event Service était fermé définitivement. Leur compte restant était gelé ou à découvert. La camionnette n'était plus là. L'unité de stockage avait été vidée après l'accumulation des frais. Ils avaient déménagé de leur maison de location pour un appartement plus petit près de la périphérie de Greenville car ils ne pouvaient plus sauver les apparences. Austin avait accepté un accord de plaidoyer. Mise à l'épreuve, restitution, travaux d'intérêt général, un jugement civil qui le suivrait pendant des années. Sa voiture en location n'était plus là. Il faisait des quarts de travail en entrepôt par le biais d'une agence d'intérim car aucune entreprise d'événementiel ne voulait de son nom près des paiements de clients. Je ne vais pas faire semblant qu'entendre cela ne m'a donné aucune satisfaction. Cela m'en a donné. Non pas parce que je le voulais détruire, mais parce que la responsabilité avait finalement atteint la personne que mes parents avaient passé toute une vie à en protéger. Les conséquences ne sont pas de la cruauté. Parfois, les conséquences sont le premier enseignant honnête qu'une personne rencontre. Diane a dit qu'Austin avait des difficultés. Je n'ai rien dit. Victor a dit qu'ils avaient tous assez souffert. Je lui ai demandé quand ma souffrance avait commencé à compter. Il a eu l'air irrité, puis fatigué. Diane a chuchoté qu'il n'avait jamais pensé que je partirais vraiment. C'était la chose la plus honnête que l'un d'eux ait dite depuis des années. Il ne pensait pas que je partirais. Il pensait que je pleurerais, que je me disputerais, que je pardonnerais et que je reviendrais à l'arrivée de la prochaine facture. Il pensait que mon amour était un service renouvelable. Il pensait que les limites n'étaient que des émotions attendant de se refroidir. Je leur ai dit que je n'étais pas parti à cause d'une seule phrase. J'étais parti parce que la phrase expliquait tout le schéma. Le fonds chirurgical volé, les années de travail non rémunérées, les appels des fournisseurs, les garanties, les excuses pour Austin, la façon dont ma santé est devenue négociable dès le moment où sa réputation a été menacée. Victor a essayé de dire qu'ils étaient sous pression. J'ai dit, la pression révèle les priorités. Diane a commencé à pleurer doucement cette fois. Je ne l'ai pas réconfortée. Cela peut paraître froid à certaines personnes, mais il y a une différence entre la compassion et le fait de retourner dans une cage parce que quelqu'un l'a décorée avec des larmes. Elle a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit la vérité. Je voulais une reconnaissance écrite qu'ils avaient pris de l'argent de mon fonds de chirurgie sans permission. Je voulais un plan de remboursement par écrit, même si cela prenait des années. Je voulais une année complète sans visite surprise, sans message de culpabilité, sans proches envoyés comme messagers émotionnels, sans demande déguisée en inquiétude et sans accès à mes finances, mes informations médicales, mon lieu de travail ou mon domicile. S'ils pouvaient respecter cela, nous pourrions discuter d'un contact limité plus tard. S'ils ne le pouvaient pas, cette réunion serait la dernière pendant très longtemps. Victor a dit, tu nous traites comme des criminels. J'ai dit, je vous traite comme des personnes qui m'ont montré ce qu'elles feront quand je laisse la porte déverrouillée. Il a eu l'air blessé, mais pas assez pour s'excuser. Diane a demandé si je les détestais. J'y ai réfléchi attentivement. Puis j'ai dit, non. Haïr aurait signifié qu'il vivait encore au centre de moi. Ce n'était pas le cas. J'étais triste. J'étais déçu. J'étais changé. Mais je n'étais plus disponible pour le sacrifice. Quand je me suis levé, Diane a chuchoté mon nom comme si c'était une supplication. Je lui ai dit quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années plus tôt. L'amour sans le respect devient du contrôle. L'aide sans les limites devient de l'exploitation. La famille sans la responsabilité devient un endroit où la personne la plus responsable est punie pour les choix de tous les autres. Puis je suis parti. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne le coin de la rue. Un message de Victor. Nous pouvons arranger cela si tu arrêtes d'être têtu. Je l'ai supprimé. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que la guérison ressemble souvent à un refus de rouvrir la même blessure juste parce que les personnes qui l'ont causée sont mal à l'aise avec la cicatrice. Aujourd'hui, ma santé s'améliore. Mes économies se reconstituent.
Ma carrière a progressé car j'ai enfin de l'énergie pour ma propre vie. Austin a toujours affaire à la restitution et à la mise à l'épreuve. Mes parents apprennent encore que la réputation ne peut pas être financée éternellement sur le dos de quelqu'un d'autre. Quant à moi, j'ai appris la leçon que mon corps essayait de m'enseigner avant que mon cœur ne soit prêt à écouter. Vous ne pouvez pas continuer à vous plier pour des gens qui ne remarquent votre colonne vertébrale que lorsqu'ils ont besoin qu'elle les porte. Le sang peut lier les gens, mais il n'excuse pas le vol, la négligence, la manipulation ou l'abandon émotionnel. Les limites ne sont pas une vengeance. Elles sont une éducation. Elles apprennent aux gens où l'accès se termine et où le respect doit commencer. Et si cette histoire aide ne serait-ce qu'une seule personne à comprendre que protéger sa santé, son argent et son avenir n'est pas égoïste, alors peut-être que ce qui m'est arrivé peut devenir plus que de la douleur. Peut-être que cela peut devenir une connaissance précieuse. Parfois, la chose la plus forte que vous ferez jamais n'est pas de sauver la famille qui continue de vous briser. Parfois, la chose la plus forte que vous ferez jamais est de vous sauver enfin vous-même. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.